Welcome to French Avenue. Microphone. Welcome to French Avenue microphone. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un moment que je pense tout le monde connaît un peu. Ce petit instant de panique quand, dans un contexte pro, en français, on vous demande « Alors, sur quoi tu travailles en ce moment ?» Comment on passe du grand blanc à une réponse claire, confiante? C'est un peu le défi qu'on explore aujourd'hui. On s'appuie pour ça sur une leçon de français très bien faite qui s'appelle « Mastering Professional Tasks ». Notre mission, elle est assez simple en fait. C'est de transformer cette petite anxiété en assurance. La source nous plonge dans des situations très très concrètes. Par exemple, un manager à Paris qui lance un « Quelles sont tes tâches principales ?» ou cette fameuse réunion, il faut expliquer ses avancées. L'idée, c'est vraiment de se doter d'une boîte à outils linguistique pour pouvoir dire « Voici ce que je fais ». Et c'est un enjeu qui va bien au-delà de la simple correction grammaticale. On parle de crédibilité là. Dans le monde du travail, la clarté, c'est le pouvoir. Si les mots sont flous, on peut vite penser que les idées le sont aussi. La source, elle, qualifie cette maîtrise d'atout indispensable. Et c'est exactement ça. C'est l'huile dans les rouages d'une équipe. C'est ça. Sans elle, tout grince un peu. Alors, pour construire cette assurance, on va y aller par étapes. D'abord, on va remplir notre boîte à outils avec le vocabulaire essentiel. Ensuite, on regardera un peu le mode d'emploi, quelques points de grammaire qui changent tout. Et enfin, le plus amusant, on verra ces outils en action en suivant la journée mouvementée de Léa. C'est une chargée de projet. Ah, le cas pratique. Mais concentrons-nous sur les fondamentaux. Tout commence par la base. Savoir nommer ce qu'on fait. La source en distingue 3. Tâche, devoir et rôle. Oui. On a des exemples comme « Ma tâche préférée, c'est de créer des présentations » ou « Je dois envoyer le rapport avant midi » ou encore « Mon rôle est de coordonner les livraisons ». À première vue, ça peut sembler similaire. Mais la nuance, elle est capitale. Une tâche, c'est concret. C'est une action sur une to-do list. La case à cocher. C'est ça. Un devoir, ça introduit une notion d'obligation, une responsabilité plus formelle. Mais le rôle, c'est la vue d'ensemble, c'est la fonction globale. Et mal utiliser ces termes, ça peut créer des malentendus. Ah oui. Eh oui, si vous dites « mon devoir est de répondre au téléphone », ça sonne un peu dramatique, alors que c'est juste une tâche. Et à l'inverse, si on parle de sa tâche de manager une équipe, là on minimise complètement son rôle. Je vois. La précision, ici, c'est d'une forme de respect pour sa propre fonction, en fait. Tout à fait. Bon, une fois qu'on a ces noms, il faut les animer avec des verbes. Et la source a la bonne idée de les classer par fonction. Pour la collaboration, on a collaborer, coordonner, synchroniser. Pour la gestion, la validation, on trouve gérer, vérifier, corriger, résoudre. Et les deux fameux valider et approuver. Ah, cela. Et bien sûr, pour la communication, envoyer, présenter, expliquer. Arrêtons-nous une seconde sur valider et approuver. C'est un détail qui, en entreprise, peut coûter très, très cher. Ah bon? Ah oui, se tromper entre les deux, ça peut mener à une petite catastrophe. Imaginez, votre collègue du service technique envoie un message interne. « J'ai validé ta présentation. » Vous comprenez? C'est bon, tout est approuvé, on envoie au client. Logique. Sauf que lui, il voulait dire « j'ai vérifié qu'il n'y a pas de bug, que les liens fonctionnent ». Il a fait une validation technique. L'approbation, elle, c'est le feu vert stratégique du manager. Et lancer une campagne sur une simple validation technique? C'est le genre de quiproquo qui crée des réunions de crise le lundi matin, je vous le garantis. Je vois très bien la scène. C'est fou comme un seul mot peut avoir autant d'impact. Ça montre bien que ce n'est pas juste du vocabulaire. Ce sont des actions avec des conséquences réelles. Et la source complète, ce tableau avec les mots du contexte. Projet, réunion, délai, rapport, collègue, supérieur. Le mot « délai » surtout, il a une saveur un peu particulière, non? Oui, le mot « délai » au deadline, c'est un mot qui est chargé d'émotions. Tout le monde a déjà senti cette petite montée de stress en voyant un délai écrit en gras dans un email. C'est clair. Avoir le vocabulaire pour en parler, pour dire qu'un délai est serré, pour respecter un délai, c'est pas juste de la langue, c'est un outil de survie en entreprise. Bon, on a maintenant cette boîte à outils bien remplie, mais des outils en vrac, ça ne construit rien. Il faut un mode d'emploi. C'est là que la grammaire, que la source décortique très bien, devient essentielle. Exactement. Et elle ne nous noie pas sous les règles. Elle cible juste quelques points clés. Oui, prenons les temps des verbes. La source insiste sur 2 choses. Le présent simple pour les habitudes. Nous planifions les réunions chaque lundi. Et la forme être en train de, pour une action en cours. Je suis en train d'imprimer le document.
Et là, il y a un piège classique pour les apprenants. Ah oui, cette tendance à vouloir tout traduire littéralement de l'anglais, par exemple. On a envie de mettre des « être en train de » partout. Précisément. Et la source met en garde contre ça. En français, le présent simple est beaucoup plus passe-partout. On dira très naturellement « j'imprime le document », même si on est devant l'imprimante. C'est vrai. La forme « être en train de », elle sert surtout à insister. Souvent pour répondre à quelqu'un. Par exemple, Si votre collègue demande « tu peux venir voir un truc », vous répondrez « attends, je suis en train de finir un mail important ». Là, ça a du sens. L'utiliser tout le temps, ça alourdit la phrase et ça sonne un peu scolaire. c'est un excellent point. Le français est souvent plus direct. Et en parlant de choses qui structurent la phrase, la source met le doigt sur la colonne vertébrale de l'expression des tâches. Les verbes modaux. Le fameux trio. Devoir, pouvoir, vouloir. Ce trio est fondamental, oui. Devoir pour l'obligation, pouvoir pour la capacité, vouloir pour l'intention. Mais ce que je trouve subtil, c'est l'alternative que la source propose à devoir. L'expression « avoir à ». Oui, avoir à. On pourrait penser que c'est la même chose, mais pas tout à fait. C'est vrai que la nuance est fine. Est-ce que dans une conversation de tous les jours, on fait vraiment attention à ça? C'est une excellente question. À l'oral, c'est souvent interchangeable. Mais il y a une subtilité de registre. Je dois finir ce rapport sonne comme une obligation forte, presque imposée par la hiérarchie. D'accord. Alors que j'ai un rapport à finir, c'est plus factuel. Ça fait partie de la liste des choses à faire aujourd'hui. C'est plus contextuel. C'est un réglage de précision, en fait. Exactement. Savoir jouer avec cette nuance, ça permet d'ajuster le niveau de pression qu'on met dans ces phrases. Très intéressant. La source fait aussi un rappel rapide sur les pronoms objets. Le fameux « je lis le rapport » qui devient « je le lis ». Ça peut sembler basique. Mais c'est ce qui fait la différence entre un discours qui sonne répétitif et un discours fluide. Dans un email, passer de « je vais envoyer le rapport à Marie après avoir vérifié le rapport » à « je vais le lui envoyer après l'avoir vérifié ». Ça change tout. Ça rend la communication plus rapide, plus efficace. Plus naturel. C'est vrai. Et ce que j'ai trouvé vraiment malin dans la source, c'est qu'elle ne se contente pas de nous donner des listes et des règles. Elle nous plonge dans une histoire, celle de Léa. Et là, soudain, tous ces mots, toutes ces règles prennent vie. On passe de la théorie à la pratique. Et on comprend enfin pourquoi ils sont si importants. On va voir comment le langage n'est pas juste un outil pour décrire la réalité, mais un outil pour la transformer. Alors, allons-y. Imaginez la scène. Il est 8 heures du matin. Léa, 25 ans, chargée de projet dans une agence de com, arrive au bureau. L'odeur du café, le calme avant la tempête, et là, bam, premier contact avec Marc, un collègue. Il lui lance direct. On a un délai serré pour le projet École Green. À peine le temps de digérer l'info qu'un email de son supérieur, Monsieur Dubois, tombe. Langage pour naviguer cette pression. Eh bien, à 8h30, premier obstacle. Le genre de problème qui peut faire dérailler une journée. Elle découvre que sa collègue Sophie n'a pas pu enregistrer sa partie du travail. Un problème technique. La panique pourrait monter là. Exactement. Mais ce qui est fascinant, c'est sa réaction. Elle ne blâme personne. Elle ne se plaint pas. Son premier réflexe, et la source le montre bien, c'est d'utiliser le verbe « planifier ». C'est vrai. Face à l'imprévu, elle utilise un verbe d'action et de contrôle. Elle reprend le dessus sur la situation avant même de le faire en pratique. Elle décide de rédiger elle-même la partie manquante. Elle ne subit plus, elle agit. C'est exactement ça. La matinée s'enchaîne, 9h30, elle est en réunion avec l'équipe créative. Là, les verbes deviennent plus conceptuels. Ils doivent concevoir un logo et surtout se synchroniser. Le vocabulaire de la collaboration. Puis à 10h30, retour au concret avec Marc, il faut collaborer pour vérifier et corriger les erreurs d'un rapport de vente. Et on voit comment elle adapte son langage. Avec les créatifs, elle discute, elle conçoit. Avec Marc, elle vérifie, elle corrige. Elle n'utilise pas un vocabulaire passe-partout? Non, elle choisit le mot juste pour la tâche et pour l'interlocuteur. C'est ça la communication efficace. Et le moment de vérité arrive à midi. Le point culminant. Elle doit affronter son manager, Monsieur Dubois. Celui du mail stressant. Le même. Elle a besoin de son approbation pour la nouvelle stratégie qu'elle a mise en place pour rattraper le retard. C'est un moment délicat. C'est le moment le plus stratégique de sa journée. Elle aurait pu y aller en disant « on a un problème, on est en retard ». Ce qu'on aurait peut-être tous tendance à faire. Oui, mais ce n'est pas ce qu'elle fait. La source montre qu'elle explique la situation et qu'elle présente son plan pour finaliser le document à temps. Elle ne vient pas avec un problème, elle vient avec une solution. Elle transforme une conversation potentiellement négative en une démonstration d'initiative.
Et ça marche. Son manager, rassuré par sa proactivité et la clarté de son plan, approuve sa démarche. C'est le tournant de la journée. Complètement. Grâce à sa communication, elle a transformé un obstacle en opportunité de montrer ses compétences. Et ce n'est pas un hasard. Elle a utilisé le bon mot, approbation. Elle ne demandait pas une simple validation technique. Elle demandait un feu vert stratégique, une marque de confiance. Et elle l'a obtenu. Son langage n'a pas seulement décrit la situation, il l'a résolue. La suite est presque une formalité. À 14 heures, réunion avec la cliente, Léa présente le projet, la cliente est satisfaite et elle valide le travail. Et le mot de la fin vient de Léa elle-même, dans une citation de la source qui résume tout. Elle se sent mieux, pas parce que tout est fini. Mais parce qu'elle a su résoudre des problèmes et collaborer avec son équipe. Exactement. Elle a pris le contrôle de sa journée grâce à ces mots. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que tout ça nous apprend ? Pour moi, la première chose, c'est qu'il faut voir le vocabulaire professionnel non pas comme une liste à mémoriser, mais comme un arsenal d'outils précis. C'est ça. Un mot comme « coordonner », c'est pas juste un synonyme d'organiser. C'est un outil différent pour une situation différente. Tout à fait. Et la grammaire, c'est ce qui permet d'utiliser ces outils avec dextérité. C'est la structure qui donne de la force à vos mots. Mais au-delà de la technique, l'histoire de Léa nous rappelle une vérité fondamentale. Au travail, on ne fait pas que faire des choses. On passe notre temps à communiquer sur ce qu'on fait. C'est tellement vrai. Et la qualité de cette communication, elle détermine en grande partie notre succès. Le langage, c'est un outil stratégique. Pour gérer les attentes, naviguer les imprévus, construire la confiance. C'est parfaitement résumé. Et pour terminer, j'aimerais laisser une question en suspens. Une piste de réflexion qui prolonge ce qu'on a vu. La source se concentre brillamment sur la description des tâches. Oui. Mais ça soulève une question, pour aller plus loin. Comment la langue évolue quand il ne s'agit plus de décrire, mais de négocier ses tâches ? Ah, intéressant. Par exemple, pour demander de l'aide, repousser un délai ou même refuser poliment une mission qui n'est pas la sienne. Quel vocabulaire, quelle tournure de phrase deviendrait alors essentiel pour défendre ses limites, tout en restant un collaborateur apprécié ? C'est peut-être ça le niveau supérieur de la maîtrise professionnelle. Savoir parler de son travail, décrire ce qu'on fait avec confiance et précision, c'est pas toujours facile, hein. Aujourd'hui, on va faire un truc sympa. On va plonger dans une journée type à l'agence Créacom. L'idée, c'est de voir comment maîtriser cet art, qui est super important dans le monde du travail en France. Alors là, la question qui tue, peux-tu me dire quelles sont tes tâches principales cette semaine ? Ça a l'air de rien comme ça, mais cette petite phrase, elle peut mettre un sacré coup de pression, pas vrai ? Savoir y répondre de manière claire, eh bien c'est plus qu'utile, c'est carrément une compétence clé. Allez, voyons comment notre personnage du jour va gérer ça. Bon, faisons connaissance avec Léa. Elle est chef de projet chez Créacom. Et pour elle, la journée commence sur les chapeaux de roue. Pas le temps de prendre son café tranquillement, non. Ça démarre direct avec une urgence et la pression qui monte d'un coup. Alors, quel est le souci ? C'est le projet École Green. La présentation au client est à 14h. Et là, problème, c'est pas fini. Pourquoi ? Un pépin technique du côté d'une collègue a mis tout le monde en retard. On est à quelques heures de l'échéance et un projet super important est en train de prendre l'eau. Le stress. Et là, il y a un mot qui doit tourner en boucle dans la tête de Léa. Délai. Le fameux délai. Qu'est-ce que c'est au fond ? C'est tout simplement la date limite, l'heure butoir, bref, le truc qui met la pression. Et pour Léa, on ne parle pas juste d'un délai, mais d'un délai serré. Autant dire que le chrono est lancé et chaque minute compte. Bon, face à cette situation bien stressante, qu'est-ce qu'elle fait Léa ? Est-ce qu'elle panique ? Pas du tout. Au contraire, sa réponse, c'est la méthode, la structure. C'est là que le verbe magique entre en scène. Planifier. Et voilà comment, face au désordre, Léa remet de l'ordre. Son plan d'attaque pour la matinée est juste un modèle du genre. En 4 points, 4 étapes très claires, elle prend un problème qui paraissait énorme et elle le découpe en petites tâches beaucoup plus faciles à gérer. C'est exactement ça, planifier. C'est reprendre la main tout simplement. Et si on regarde bien son plan, il y a un verbe qui est super important, c'est le verbe « devoir ». Devoir, ça exprime vraiment une obligation, quelque chose de non négociable. Dans sa tête, Léa ne se dit pas « tiens, ce serait bien que je prépare la réunion ». Non, elle se dit « je dois préparer la réunion ». Et cette petite différence, elle change tout pour se mettre en mouvement. C'est là qu'on voit bien la différence avec un autre verbe, « pouvoir ». Quand on dit « je dois finaliser », on sent le poids, l'obligation. C'est une contrainte. Mais si on dit « je peux t'aider »,
Là, c'est une porte qui s'ouvre, c'est une proposition. Comprendre cette nuance entre les deux au travail, c'est vraiment la base pour bien communiquer. Allez, on continue de suivre Léa. La matinée avance, sa partie du travail est faite, mais elle sait très bien qu'elle n'y arrivera pas toute seule. C'est donc le moment de passer à l'étape suivante, la réunion d'équipe. C'est là que la magie du collectif va opérer. Et le mot-clé de cette réunion, c'est collaborer. Collaborer, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, travailler main dans la main, tous ensemble, pour atteindre le même but. Léa réunit l'équipe de graphistes pour que chacun apporte sa pierre à l'édifice et que le projet École Green prenne vraiment forme visuellement. Et attention, collaboration, c'est pas juste un joli mot. Ça se concrétise par des actions très précises et des rôles bien définis. Anna s'occupe du logo, Marc, lui, choisit les images et les couleurs, Luc gère toute la partie technique des fichiers, et Léa, elle est le chef d'orchestre, elle coordonne tout ce petit monde. Ça, c'est de la collaboration qui fonctionne. Bon, on pourrait croire que le plus dur est fait, mais non. À peine une urgence est réglée qu'une autre pointe le bout de son nez. Un nouveau challenge. Il y a une erreur dans un rapport de vente. Allez, hop, Léa et son collègue Marc enfilent leur casquette de détective pour trouver le problème et le corriger. Ici, le verbe d'action, c'est résoudre. Résoudre un problème, ça veut dire quoi? Ça veut dire se creuser la tête pour trouver la solution, que ce soit pour un bug informatique, un conflit ou comme ici, des chiffres qui ne collent pas. C'est précisément ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est Léa qui le dit elle-même, et c'est une super leçon à retenir. Collaborer, ce n'est pas juste pour être créatif ensemble, c'est aussi un super garde-fou. Quand on travaille à plusieurs, on a plus de chances de voir les erreurs des uns et des autres et de les corriger avant que ça ne devienne un vrai problème. Et voilà, on y est, le moment de vérité. Il est 14h. C'est l'heure de la présentation. Léa doit maintenant défendre le projet École Green devant la cliente, Madame Martin. La pression est à son comble. Alors oui, le logo n'est pas tout à fait terminé. Mais est-ce que ça déstabilise Léa? Absolument pas. Elle prend les devants, elle est proactive, elle présente un concept qui tient la route, explique la situation honnêtement et propose un plan super clair pour livrer les derniers visuels dès le lendemain. C'est impressionnant de voir sa confiance et sa façon d'anticiper. Et le verdict tombe. Très bien, je valide le projet. Voilà, la phrase magique. La phrase que toute personne qui travaille sur un projet a envie d'entendre. La cliente est convaincue. Tout ce travail, cette course contre la montre, cette collaboration, eh bien, ça a payé. La journée se termine. Le pic de stress est redescendu et c'est le soulagement qui prend le dessus. Léa peut enfin respirer un bon coup. C'est le moment de faire le point sur cette journée intense, cette vraie course contre la montre qui se finit bien. Mission accomplie. Alors, au final, c'est quoi la recette du succès de Léa? C'est un mélange de plusieurs choses. D'abord, sa capacité à planifier pour mettre de l'ordre, ensuite à collaborer pour être plus forts ensemble, puis à résoudre les pépins en cours de route, et enfin à présenter ses idées avec assurance et à gérer les délais sans paniquer. C'est vraiment ça les mots et les réflexes à garder en tête. Et tout ça, ça nous amène à une dernière petite question pour la route. Comment est-ce que ces outils, tous ces verbes d'action qu'on a vus, comment peuvent-ils nous aider au quotidien à mieux parler de notre propre travail? C'est une bonne question pour terminer, je trouve.